Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview de Productivio. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, justement, j'interviewe une jeune femme qui s'appelle Lison Bernet. Bonjour Lison. Bonjour Priscille. Elle va nous parler de comment on peut utiliser le dessin comme un outil pour comprendre, puisqu'elle fait, me dit-elle, du dessin et de la clarification. Lison, explique-nous tout. On sache ce que c'est, ce dessin qui nous aide à clarifier notre vie. Donc, moi, je suis Lison Bernet et je fais du dessin depuis à peu près 15 ans professionnellement. Il se trouve que pendant 10 ans, j'ai vulgarisé la science et la recherche scientifique et notamment la recherche en physique des particules, qui n'est pas le Mmh. domaine le plus abordable qui soit. Super. Donc, j'ai eu, grâce au dessin, la chance d'aller dans plein de machines super intéressantes, d'aller sous terre, dans des immenses constructions incroyables, rencontrer toutes sortes de chercheurs, physiciens, théoriciens, expérimentateurs, ingénieurs, etc. Et donc, j'ai été confrontée vraiment à un discours de spécialiste et comment je pouvais le rendre accessible au grand public, Mmh. rendre accessible à la fois les sujets qui en fait sont finalement de quoi est constitué l'univers et quelles sont les forces qui le sous-tendent, et à la fois aussi la science comme elle se fait, de raconter ça, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur la science, et là c'est vraiment une science collaborative, internationale, créative, et donc moi qui étais mauvaise en sciences à l'école, vraiment à caser dans les mauvaises cases, hein, de la science. Donc j'ai une vraie expertise pour savoir si c'est compréhensible ou pas compréhensible. D'accord. Excuse-moi, je vais te poser une question parce que tu parles de sciences créatives et alors moi dans mon référentiel, j'ai du mal à mettre, sciences et créatif dans la même case. Ah oui. Pourtant, par exemple, tu vois, il y a des grosses passerelles entre l'art et la science parce qu'ils Mmh. vont au-delà des limites communément connues. D'accord. Pareil. Par exemple, les mathématiciens qui font des théories, les théories de physique, il faut qu'ils, imaginent, hem, comment dire? Une description de l'univers mathématique qui va être, par exemple, on a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre, on n'arrive pas à décrire mathématiquement, et ben peut-être que mathématiquement, on peut faire une création pour expliquer telle problématique. Pourquoi est-ce que il y a la gravité, pourquoi ci, Mmh pourquoi mh. ça, pourquoi la matière noire. Donc il y a des théories qui l'expliquent, qui sont D'accord. mathématiques mais qui ne sont pas prouvées. Donc ça, c'est de la OK. création en fait. D'accord, Après, OK. donc c'est la création mathématique, mais qui est structurée par des lois qui sont prouvées. Voilà. Mmh mh. Donc Mmh les mh. plus Mmh. créatives, eh ben, faut inventer des nouveaux univers pour que ça marche, on va dire. Et puis D'accord. certaines sont tellement belles que ben ils se disent c'est pas possible, ça doit marcher quoi. Et après on construit des expérimentations qui des fois coûtent des millions, hein, même plus, pour prouver que oui c'est vrai. Et donc par exemple, on sait que l'antimatière a été inventée de nombreuses années avant d'être découverte dans une théorie mathématique. Donc il y a une créativité comme ça, et j'ai vraiment rencontré des gens qui avaient d'ailleurs beaucoup de musiciens, beaucoup de mélomanes, beaucoup de scientifiques avec des forts attraits vers l'art, Mmh mh. et qui avaient une vraie créativité, parce qu'il faut qu'ils inventent des solutions, il faut qu'ils inventent, donc il y a une part de créativité là-dedans. D'accord, OK. Merci de cette explication parce que je ne la voyais pas du tout comme ça. Je savais pas qu'on inventait des théories, mais ben, Les voilà, théoriciens inventent des théories. je me coucherai moins bête ce soir. Merci, merci Maison, beaucoup, merci beaucoup. Et alors donc, quand tu vas, travailler avec tous ces scientifiques, ces chercheurs, comment tu t'y prends justement pour rendre leur matière, qui est un petit peu, j'allais dire extraterrestre pour nous, mais c'est un peu ça, quoi. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on comprend pas forcément, très facilement avec nos 2 petits neurones, surtout quand on est blonde. Et comment tu arrives à mettre ça, du coup, de façon simple pour le commun des mortels? Et ben, déjà, il faut que moi j'identifie les notions essentielles du discours. Mmh Donc, mh. pour comprendre certains sujets, bah, il faut des prérequis, et est-ce qu'il faut expliquer ces prérequis à l'avance? Donc, par exemple, D'accord. là, je fais une BD reportage, hein, pour la Fondation pour la recherche médicale sur les greffes de rétine artificielle. Donc, ils font quand même. J'ai vu une vidéo d'un aveugle en train de lire quand même, Mmh parce mh. qu'il a une petite plaque derrière l'œil.
Et donc, pour expliquer ce projet de recherche, je suis bien obligée d'expliquer comment fonctionne un œil et comment la lumière rentre à l'intérieur d'un globe oculaire, va frapper les photorécepteurs qui vont, eux, le transmettre à des sortes de neurones de l'œil qui vont coder l'information jusqu'au cerveau. Ouais. Donc, moi, je vais sur place, je les interroge, je prends des photos qui vont me servir de base documentaire pour mes images et Mmh. je les enregistre. Et puis chez moi, je réécoute, je réécris parce que ma mémoire est sélective, mais pas toujours de la bonne manière. Oui. Et enfin, je vais clarifier le texte que j'ai réécrit, c'est-à-dire que je vais le simplifier jusqu'à ce que je puisse vraiment le condenser. Parce que moi, 1 heure d'interview, je dois en faire 18 cases avec peu de texte. Alors pour expliquer comment fonctionne un œil, l'intelligence artificielle dans le codage des neurones, etc., bon, c'est un peu ardu, quoi. Donc il y a Ouais. vraiment un travail de est-ce que ça se tient dans l'ordre d'amener les informations. Donc il y a vraiment, il faut que je vois, est-ce que quelqu'un du grand public avec peu de formation scientifique, est-ce qu'il va comprendre si je lui explique comment arrive l'œil, quelles sont les informations les plus importantes, celles sur lesquelles je vais être obligée de passer parce qu'on ne peut pas tout dire. Mmh mh. Mmh. Voilà, et comment le dessin, il peut m'aider à éviter d'utiliser du texte parce que je vais illustrer au lieu de répéter avec le texte que je fais dans le dessin. Je peux à la fois remplacer le texte par du dessin ou un schéma dessiné, mais je peux aussi, pour des textes qui sont un peu ardus ou des nouvelles notions, donc notre cerveau est déjà en train de tenir une nouvelle notion, et en plus je lui demande de comprendre une autre notion, c'est trop, quoi. Donc là, je fais un petit dessin et c'est mon petit marchepied qui lui permet de tenir sa notion, et hop, je peux en amener une autre. Donc il y a quelque chose comme ça, de identifier les messages principaux, secondaires, D'accord. vérifier qu'ils sont tous accessibles et sinon donner les accès. Et quand tu as besoin donc de créer ces accès, tu de les créer enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui te guide pour faire ça? Alors surtout, D'accord. aucun acronyme, aucun, mot scientifique. Et on Donc arrive à expliquer sans mots, sans termes scientifiques? si j'en introduis un, j'explique ce que ça veut dire D'accord, avant OK. OK, et OK. ensuite je le répète parce que si je l'amène qu'une seule fois et Ah, que on par oublie. exemple on revoit genre 5 cases plus loin ou la page d'après seulement, il Ouais. va être perdu. Donc des fois sciemment, je vais me faire des répétitions de façon à ce que ce soit confortable pour le lecteur Mmh et mh. pas trop difficile. Enfin, que ça lui demande pas une énergie, on va pas mettre une énergie démesurée pour lire un sujet scientifique en BD. On a envie d'être un peu dans le confort et puis un peu dans quelque chose de fluide et ludique, quoi. Du coup, je peux mettre des répétitions. Voilà, mais Et donc les personnes qui font appel à toi, elles font ça parce qu'elles veulent s'adresser à du grand public? C'est quoi leur but? alors, pour les chercheurs, souvent, ils veulent s'adresser au grand public et ils veulent trouver un biais pour expliquer leurs recherches. Mmh mh. Des fois, ils veulent valoriser leurs équipes aussi. Donc là, j'ai commencé un travail pour 4 ans avec une journaliste sur les thérapies ciblées contre le cancer. C'est un projet européen et du coup, on interroge des chercheurs, en fait, c'est la coordination de plein de projets de recherche, autour de techniques innovantes contre le cancer, et donc ça devrait être un accélérateur, de la recherche, et ils voudraient, raconter cette aventure, mais eux-mêmes ne savent pas comment ils voudraient qu'on la raconte. Il y a à la fois, voilà, raconter comment la science se fait aujourd'hui, surtout en temps de Covid, donc par visio. Donc moi, ça me demande d'inventer comment faire de la BD reportage par visio. Mmh mh. Donc ouais, donc par exemple, ça veut dire que je crée, une relation avec les chercheurs où eux, ils vont devenir vraiment un peu co-acteurs de cette histoire-là. Parce que, il faut qu'ils m'envoient des photos, il faut qu'ils comprennent pourquoi c'est important que j'ai des photos, par exemple, de leur environnement, du chemin jusqu'au travail, toute cette documentation, mais aussi, qui me racontent comment, ils voient la recherche, comment ils sont peut-être impactés par le Covid. La plupart, ont pas pu rentrer dans leur famille depuis 1 an, enfin, donc il y a plein de choses comme ça, et c'est intéressant aussi parce que là, on est à la frontière aussi entre documentaire et un peu de fiction. Donc il y en a certains qui peuvent nous dire des choses, et s'ils veulent pas le porter, on peut créer un personnage fictionnel qui va porter ce message-là. D'accord. Voilà, donc Et donc du coup, à l'issue, ça va sortir une petite BD pour alors là, présenter votre travail de on veut produire régulièrement. On vient juste de commencer le travail avec la journaliste et les interviews. On en a pour 2 semaines d'interviews.
On va poser le contexte ensuite du cancer aujourd'hui, comment il est soigné, quelles sont les limites et pourquoi on a besoin de ce projet-là. Mmh. Et ensuite, pendant 4 ans, on voudrait poster régulièrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision de là où on va arriver. On ne sait pas ce qu'ils vont trouver et ce qu'ils ne vont pas trouver. Qu'est-ce qui est de la recherche? Quel projet de recherche va être une porte fermée? Mmh mh. Et donc, va pousser, voilà. Donc nous-mêmes, on ne sait pas. Donc, on construit au fur et à mesure ce projet-là. D'accord. Donc voilà, soit ils veulent raconter la recherche en train de se faire. Des fois, ils veulent valoriser leurs équipes. Des fois, ils veulent raconter un projet de recherche spécifique. Et puis Mmh mh. après, pour ceux que c'est pas de la recherche, j'ai pas mal travaillé pour la ville de Lausanne et les services informatiques. C'était eux, leur enjeu, c'était que les différents métiers de la ville, à savoir 5 000 personnes, 30 métiers différents, des gens qui font du vin, d'autres qui produisent de l'électricité, des institutrices, enfin, qui comprennent les enjeux de sécurité informatique, par exemple, de la ville et pourquoi le matériel peuvent l'utiliser comme ci ou comme ça. Enfin, donc les gens ne lisaient pas trop leurs documents qui étaient assez arides. Et donc nous, ben, donc là, je travaille avec une graphiste, Gaëlle Forêt, mais qui a aussi un bon sens extrêmement redoutable. Donc là, on pouvait transformer, par exemple, un document de 20 pages, très ardu, avec beaucoup de graphiques très petits, en un document de 6 pages, avec des petites scénettes un peu rigolotes. Voilà, D'accord. rendre accessible, fluide, sympathique, voilà. Et là, OK. pour le coup, là, c'est vraiment du travail de clarification parce que finalement, il y a un peu un domaine qui est de la vulgarisation scientifique, puis il y a un autre domaine qui est la clarification, où là, donc notamment avec Gaëlle, on est un peu plus sur les aider aussi à clarifier leurs pensées et ce qu'ils veulent dire. Donc, on fait des séances de clarification. D'accord. Les clients qui viennent vers nous, des fois, ne savent pas forcément ce qu'ils veulent dire, ou Mmh ils mh. voient qu'ils ont un problème sur effectivement le tri des informations qu'ils donnent ou qui sont pas toujours d'accord entre eux, etc. Mmh mh. Et ces séances, ben, c'est l'occasion, si on fait ça avec une équipe, c'est l'occasion déjà de vérifier s'ils ont tous la même vision des messages qu'ils veulent transmettre. Ouais. Parfois, ils n'ont pas la même définition des mots qu'ils utilisent, surtout dans Embêtant. les spécialistes. C'est hyper courant, hein. Ah oui? Oui, ouais. OK. Donc, des fois, ils n'ont pas la même vision stratégique aussi. Donc on va faire une première séance comme ça pour comprendre leur sujet et il se trouve que bon, on fait souvent sur des sujets un petit peu complexes. Voilà, on travaille aussi dans le domaine de la charpente métallique avec quelqu'un qui porte des projets d'innovation sur la charpente métallique et qui est quelqu'un de dyslexique mais qui a aussi une très grande créativité. Et du coup, il peut pas, c'est pas quelqu'un qui peut faire un projet de A à Z. On commence par un, 2, 3, 4. C'est quelqu'un qui a Mmh. une vision en étoile, donc il a une idée avec plein d'arborescences partout. Et du coup, un schéma dessiné, ça porte vraiment sa personnalité et son Ouais. projet. Ouais. Et qui plus est, dans une plateforme collaborative, ben c'est aussi à l'image d'une plateforme collaborative avec plein de points d'entrée, avec plein de participants différents, les missions de chacun. Et du coup, moi, je vais faire des dessins pendant qu'il parle. On va lui poser des questions jusqu'à ce que tout soit parfaitement clair et qu'il n'y ait plus du tout de confusion ou de contradiction. Mmh mh. Et lui, après, il va se servir des dessins pour appuyer son discours. C'est-à-dire que même s'il est dyslexique, il a tendance à partir un peu dans tous les sens quand il parle. Le fait qu'il s'appuie sur le dessin, ça lui permet Ça d'illustrer pour relie. ses Ouais. interlocuteurs, d'être pris au sérieux sur ce sujet. En plus, Mmh. c'est un très, très Mmh mh. bon professionnel et et du coup, le dessin vraiment c'est pas un dessin qui est joli à ce moment-là. C'est pas un dessin là pour le public, c'est un dessin pour lui Ouais. et pour l'efficacité. Et tu m'avais parlé aussi quand on préparait cet enregistrement que tu faisais aussi des comptes rendus de réunions pour certains organismes qui étaient sous forme des petits dessins. Alors, est-ce que je t'ai parlé du live sketching peut-être? Oui, je pense que c'est ça, Voilà, ouais. donc j'ai une autre corde à mon arc qui est le live Ah, sketching. excuse-moi, alors du coup, je t'ai fait changer de Non, non, il y a pas de souci, c'est bien, c'est bien. Donc là, il s'agit alors pour le compte rendu de réunion, j'ai fait ça il y a pas longtemps pour l'ASCOP Solstice. Donc ils avaient un passeport d'ambassadeur de leur coopérative et donc un document, voilà, 5 pages de texte, voilà. Et du coup, elle m'a donné le texte brut et moi j'ai fait des crayonnés directement sur le texte et ensuite elle a mis en page ses crayonnés et finalement après je les ai affinés, je les ai mis en couleur, un peu aquarelle, mmh, crayon papier,
pour le rendre sympathique. Là, les dessins, là, ils servent pour fixer l'attention, pour rebondir, et D'accord. puis aussi pour surprendre, parce qu'on est tous fatigués de ces multitudes de comptes rendus qu'on reçoit, et je pense que qui les lit encore entièrement, voilà, voilà. Mmh mh. Mmh. Je dessine en visio, en live sketching, et puis aussi en vrai. Donc, pendant un webinaire ou pendant une assemblée générale en visio, je peux faire du live sketching. Donc, je dessine en direct et je partage mes dessins au fur et à mesure, plutôt du dessin d'humour. D'accord. Ça dépend du contexte. Si j'ai identifié que c'était pas l'endroit pour faire de l'humour, je vais être plutôt inspirante et poétique. Mmh mh. Et si j'ai identifié qu'on pouvait faire de l'humour, que c'est peut-être un milieu un peu fermé comme une AG, avec voilà, je peux me permettre d'être un peu taquine et effectivement un peu punchy, quoi. Mmh mh. Mmh. Et pour ça, ben, j'ai différentes techniques, parce qu'il faut que je sente mes interlocuteurs, mais à distance, comment on fait pour sentir ses interlocuteurs à distance? C'est pas facile. En vrai, quand je le faisais en vrai, c'était facile. Mmh. Je sens la salle, quoi. Ils rigolent, enfin, et cetera. Ils me parlent, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je propose de faire un dessin teaser pour annoncer l'événement, pas cher. Et ce dessin teaser, vais leur faire des propositions pour annoncer l'événement avec différents niveaux d'humour. Je leur fais deux, trois propositions et ça me permet déjà de voir ce qu'ils choisissent et Mmh des mh. fois les modifications qu'ils demandent. Et c'est un endroit où on voit très rapidement s'il y a des conflits dans l'équipe, ou si on me dit, la dernière fois, c'était: «Ah non, tu peux pas dire start-up». Je fais un truc assez drôle avec les start-up. «Tu peux pas dire start-up, faut dire entreprise innovante du numérique». Bon, bah là, je me dis tout de suite que je vais pas pouvoir parler de certains trucs, quoi. Donc, je vais aller dans un domaine, voilà, plus inspirant, plus onirique, voilà. Et puis, D'accord. pour d'autres, où j'ai vu que dans le chat, alors je lis toujours le chat en même temps que je dessine, parce que c'est pareil, si je vois qu'ils sont en train de faire des blagues entre eux, qu'il y a un très bon esprit, je me Oui. permets Mmh. de même de répondre alors au chat et de dire: merci Jean-Michel, merci Martine pour l'idée», et après ils vont réutiliser les dessins dans le compte rendu de leur AG ou pour illustrer leur blog, sur les sujets qu'ils traitent, et les dessins D'accord. sont pas mal réutilisés comme ça. OK. Voilà. C'est très, alors c'est très nouveau comme métier du coup, ça fait très, très, très longtemps que ça existe et on n'en avait jamais entendu parler ou je n'en avais jamais entendu parler. Parce que moi la première fois que j'ai vu ça, c'était, quand est-ce que c'était? J'avais déjà vu des petits dessins, j'appelais ça du doodling, enfin des gens qui font un peu du dessin, en même temps qu'ils parlent, qui prennent des notes, tu sais, en dessinant, en faisant Du des trucs et sketchnoting, voilà, mais c'était pas tellement, oui, élaboré, c'était rarement partagé, c'était vraiment pour la personne elle-même. Ça semblait lui parler, mais c'était pas du tout garanti que quelqu'un derrière qui allait reprendre ces petits dessins puisse comprendre effectivement, ce qu'il voulait dire. C'est plus des choses que les gens font pour eux-mêmes, quoi. oui. Donc là, je connaissais un peu cette partie-là et puis, bah, c'est via LinkedIn que j'ai vu quelques photos passer, enfin photos, petits sketch notes comme ça, passer et puis j'ai participé il y a quelques mois à une espèce de petit séminaire qui s'appelait le Facilitation Day et justement, il y avait des gens qui faisaient comme ça des petits sketch notes, qui les mettaient en ligne et quelque temps après, j'ai vu le tien aussi passer pour une réunion que tu avais animée d'une personne que je connais et donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment découvert qu'il y avait, au-delà des gens qui pour moi, dans le webinaire que j'avais fait précédemment, j'avais plus l'impression que c'était des gens qui «s'amusaient» entre guillemets, tu vois? Qui faisaient ça pour faire un peu de fun mais j'avais aucune idée qu'il y avait un vrai métier derrière, qu'il y avait des entreprises qui faisaient appel à des dessinateurs pour pouvoir les comptes rendus. Tu parles des choses scientifiques. Tout à l'heure, tu me parlais des trucs post-opératoires après les opérations. Enfin, alors là, ça c'était un inconnu chez moi. Là, j'ai vraiment fait un saut quantique dans ma connaissance. Et je trouvais ça vraiment bien, mais ça fait longtemps que ça existe ce type de démarche ou Moi, c'est quand je l'ai découvert, je le faisais déjà, mais je savais pas que ça existait. d'accord Donc, et c'était quand à peu près? le sketchnoting et puis la facilitation graphique, je pense que je dois faire ça depuis 4 ans, quelque chose comme ça, quand j'ai acheté mon iPad, voilà. D'accord, OK. Mais, je dessinais déjà en réunion pour moi, Mmh. et j'ai une autre vie où j'ai été cuisinière pendant une dizaine d'années, et je dessinais déjà mes recettes, je prenais mes notes en dessin.
D'accord, OK. pour les procédures, etc. Ouais. Je trouvais ça beaucoup plus efficace, beaucoup moins de perte de temps, de faire des phrases, parce que du coup, on fait des titres, hein, Mmh mh. des sous-titres plutôt. Voilà, donc j'ai découvert, oui, que le métier existait après avoir commencé à le pratiquer. D'accord. Et tu parlais, par exemple, de dessiner pendant les réunions, et la prise de notes dessinée. Donc c'est encore, une activité qui est un peu différente, qui est, voilà, la captation graphique et la prise de notes dessinées. Donc des fois, on fait appel à moi, pas pour faire des dessins humoristiques, pas pour faire de la BD reportage, mais pour, capter les échanges et faire, des schémas dessinés de ces échanges. Donc par exemple, je l'ai fait pour la ville de Lyon, qui et le CCAS de Lyon, qui construisait son projet social, et la nouvelle municipalité a souhaité que ça se fasse en concertation avec les entreprises, du territoire sur, les thèmes de l'économie solidaire et sociale. Donc on a fait Mmh mh. plusieurs réunions sur, la précarité alimentaire, l'accès aux droits, et à chaque fois il y avait, une vingtaine, une trentaine de participants. Donc les gens ont juste le temps de partager Mmh. leurs problématiques ou les choses sur lesquelles ils aimeraient travailler ou ils aimeraient voir des avancées ou qu'est-ce qui pourrait les aider. Et moi, je prends tout en note en dessin. Donc c'est des schémas dessinés pour le coup qui sont pas très jolis parce que là, je veux vraiment être hyper efficace. Donc sur 1 heure et demie, moi, je vais faire 14 schémas dessinés. Donc c'est beaucoup, beaucoup. Je sais que je suis très, très productive, hein, et je suis identifiée comme étant très productive. Et à la fin de la réunion, l'animateur dit: «Bah, madame Bernet va nous résumer tous les échanges». Alors j'ai mes dessins plus la mémoire, et du coup, j'arrive à résumer ça, et eux, après, ils l'utilisent dans leur, compte rendu. Donc voilà, je l'ai fait aussi pour un projet alimentaire de territoire il y a pas si longtemps, en pays lédonien. Donc comment, coordonner, la production alimentaire et agricole pour un manger mieux, local et durable. Et là, c'était des grands témoins de différents Mmh mh. territoires qui partageaient leur expérience, organisationnelle, et cetera. Et là, pareil, je l'ai fait sur papier pour le coup. Et Parce que d'habitude, c'est pas sur papier? Enfin, alors, j'imagine que quand je quand l'ai tu es fait, en visio ou choses comme ça, c'est évidemment pas du papier, ouais. mais Mais en sinon? live aussi, des fois, on est en numérique parce que ça dépend s'il y a beaucoup de monde, et auquel cas, c'est une retransmission vidéo sur écran. Et donc c'est pour ça que tu parlais de ton iPad tout à l'heure, parce que tu dessines sur ton iPad ou tu Je as, dessine, sur mon iPad, j'ai plusieurs tablettes. J'ai une, Wacom qui est branchée à mon ordinateur, pour, plus la BD, et j'ai l'iPad quand je suis en nomade, d'accord. et j'ai toujours mon plan. Alors j'ai toujours un plan A, un plan B et un plan C en live. Mon plan C, c'est le papier. Donc j'ai déjà eu le cas d'arriver avec la Wacom pendant que j'ai utilisé, ça ne marche pas, on essaye l'iPad, des histoires de Wi-Fi, hein, des choses comme Ouais. ça, et bah, finalement, j'ai toujours mon papier, ma pâte à fixe et mes feutres, et là tu dis: «OK, donc je me rappelle que je ne peux pas faire de contrôle Z, je ne peux pas effacer ce que je fais». Mais les gens sont hyper bienveillants, hein. Si je me trompe, moi j'hésite pas, maintenant je prends des bouts de feuilles, je découpe, j'arrache si j'ai pas le temps, je mets du scotch, je corrige. Et j'aime bien, c'est des sortes de maquettes hyper vivantes, Ouais. et en fait, ça fait du bien de ne pas voir des trucs toujours léchés, Mmh. vectorisés, Mmh. bien Mmh. réussis. Et moi, j'ai l'impression que ceux qui font appel à moi, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont lassés de cet univers numérique très léché, et on en a marre des sauces, où il y a pas la branche de thym, quoi. On a envie de voir, le non, mais on a envie de voir l'erreur, on a envie de voir que c'est pas toujours réussi, que c'est vivant, qu'il y a de Mmh. l'énergie. Voilà, donc voilà. Et en live, bien OK. sûr, c'est très intéressant parce que surtout, il y a l'échange avec les gens, quoi. C'est ça qui est le plus, moi, c'est ce que je préfère, c'est Ouais. en reportage, c'est d'aller dans les laboratoires, hein. Dessiner après, voilà, après c'est plus dur. Et ta formation initiale, c'était déjà le dessin ou tu es arrivée là, complètement par hasard? Alors, j'ai fait, une licence d'art plastique, Mmh mh. mais j'ai pas beaucoup dessiné à l'époque. Nous, c'était très conceptuel l'art, donc installation, et cetera. Et je me suis mis à dessiner vraiment quand je suis devenue cuisinière parce que Et donc ton métier de base après, c'était cuisinière, après les arts cuisinière, plastiques? ouais, en même temps un peu que du dessin, et en cuisine, le mantra c'est, quand on travaille, le travail paie. Il y a un truc comme ça, donc plus tu dessines, mieux tu dessines. Mmh. Et puis j'ai eu des expériences un peu drôles sur des bateaux, complètement foutraques, voilà, donc j'ai raconté un peu ça, et puis je me suis mis à mon compte en dessin, D'accord. et je suis totalement autodidacte sur tous les outils technologiques.
donc les logiciels, etc. Et puis, voilà, la vulgarisation scientifique et puis finalement, au bout de la vulgarisation scientifique, m'apercevoir que la synthèse est peut-être un de mes premières qualités maintenant. Je pense que je suis une bonne dessinatrice, je peux m'adapter à beaucoup de styles et de contextes, mais la synthèse, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, de vraiment comprendre les gens et puis le dire simplement, c'est quand même, vraiment une grande joie, quand on se dit: «Tiens, c'est compliqué à dire, oh là là, mais que je n'arrive même pas à lire le document de base». Et se dire après: «Ah, ça fait trop du bien quoi». Bah, je pense que il y a pas que l'esprit de synthèse, parce que Ouais, pour arriver à faire ce que tu fais dans des domaines où tu connais rien ou à la base, c'est tout ultra scientifique, hein, tu parlais ouais, tout à ouais. l'heure, c'était quand même pas le genre, tous les communs des mortels, on n'en parle pas tous les matins au petit déjeuner. Il t'a fallu quand même bien creuser, donc tu as quand même été, à mon avis, bien dans les détails pour maîtriser suffisamment pour arriver à faire une synthèse qui Je soit, compréhensible par tous. je vais jamais sur un sujet sans me préparer à Ah l'avance oui, bah oui. et je le Donc prépare bien. il y a pas que la synthèse, il y a quand Ah même non, non, déjà tu je as le bien prépare bien. creusé aussi, On hein. n'est jamais si bon que quand on est bien préparé, hein, dans On est l'improvisation. d'accord, ouais, ouais, ouais. Du coup, moi ça m'est déjà arrivé de passer une semaine sur un sujet. Mmh. Alors j'ai vendu un jour de prestation, mais bon, je sais plus à l'époque ça devait être, les arbovirus, et donc l'immunité, devant une assemblée de scientifiques. Enfin D'accord. voilà, Oui. alors faire de l'humour pour les scientifiques, on peut en faire, il y a pas de problème, mais il faut Ah pas bah, dire je ne doute n'importe quoi. pas, oui. Mmh Ils mh. aiment bien, mais on est fin quand on connaît déjà leurs problématiques et quand on peut déjà deviner les enjeux auxquels ils sont confrontés. Mmh. Donc moi, je vais toujours sur les sujets extrêmement préparés. Là, j'ai fait 3 Mmh. jours à Marseille sur, la diplomatie scientifique française. Et ben, ils m'ont donné des documents de synthèse avant pour me préparer. J'avais 3 pages d'acronymes quand je les ai relevés, 3 pages entières. Que je connaissais pas, hein, c'est pas des Ah acronymes qu'on bah, connaît entre ah nous. oui, oui, non mais Voilà, sinon, ce serait trop voilà, simple. c'est pas la CAF, quoi. Voilà, donc je les apprends, j'interpelle les équipes, je leur dis: «Mais alors ça veut dire que ça marche comme ça, mais vous êtes confrontés à ça», voilà et après, quand j'ai un doute, je pose la question quand même diplomatiquement, Mmh enfin, mh. surtout là, dans le sujet là, j'avais quelqu'un à côté de moi qui me disait: «Ouh là, pas sur le ministre de tutelle». Voilà, mais ça fait partie, du sujet. Moi, je suis très curieuse, donc tout domaine, s'il est loin de moi, un peu Mmh. même le plus loin possible, je suis intéressée, hein, Mmh. Ah pour mais aller c'est passionnant parce que du coup ça te tu es en apprentissage permanent, je permanent. veux dire il y a pas de routine, tu es pas Ouais, en train, de jamais. refaire, toujours la même sauce, hein. Ouais. C'est voilà, à chaque Oui, oui, fois, ça m'est tu jamais apprends. arrivé qu'on me dise: «Dessine un éléphant», quoi. Oui, oui, ça C'est toujours, voilà, dessine-moi un mouton. tiens voilà, c'est toujours tu veux faire un dessin, je sais pas, sur, la traversée du virus, du VIH, dans les muqueuses. Mmh. Voilà, Ouais, truc simple. facile, sans parler de C'est pas sexe. tous les matins, voilà, en plus, oh bah, c'est hyper facile. Eh bien, Mais j'aime écoute, bien. Lison, c'était passionnant cette interview. On va terminer par les 3 questions obligatoires, entre guillemets, de toutes mes interviews. Donc la première, c'est un livre que tu nous recommandes. Alors je vous recommande, toute la série Last Man. Donc c'est une sorte de manga à la française, Last Man dessiné comme le dernier homme. oui, Le Dernier Homme. D'accord. Donc une C'est un histoire manga? un D'accord. manga avec une sorte de, Corto Maltese sous stéroïdes qui fait équipe Mmh. avec, le petit Adrian qui a 9 ans et dont la maman est boulangère et c'est vraiment D'accord. génial. Voilà, une BD Tu sais qui l'a de écrit? Michael Sanlaville, le dessinateur avec Bastien Vivès. Ces 2 dessinateurs, ils font 10 pages chacun, en plus ça Alors fait plaisir à Bastien, voir. tu m'as dit? Vivès, Vives dessinateur très célèbre et et Balak. Ils sont 3. Très, très bonne histoire. donc c'est 3 noms que tu m'as dit en fait, Bastien, Vives et Balak. Non, c'est Bastien Vivès, on y arrive. Les amateurs de Vas-y. BD connaissent. Bastien Vivès, Balak et Michael Sanlaville et c'est D'accord. une extrêmement bonne histoire. Moi, j'aime pas du tout les shonen, c'est-à-dire, les mangas de combat. Là, c'est un peu un manga de combat, mais c'est tellement bien scénarisé. Les dialogues sont tellement truculents et drôles. Les combats, c'est, une grâce pas possible. Enfin, c'est vraiment une très, très bonne histoire. On est accroché, quoi. D'accord, OK. Bah, écoute, je n'ai jamais, suivi de manga de toute ma vie, donc c'est peut-être, le jour de m'y mettre.
Ah oui. Voilà. Une citation maintenant qui t'accompagne ou un mantra, un proverbe, comme Alors, tu veux. la citation que je dis souvent: «Projet n'est pas devis, devis n'est pas facture». Alors, projet n'est pas de vie. Et alors, c'est relatif à quoi ça? Alors ça, c'est relatif à, ne pas mettre trop d'attentes sur les choses qui vont peut-être pas se faire et donc D'accord. On va se faire pas avoir exactement de comme on déception, l'a. Ouais. voilà, après. Mais c'est quelque chose que finalement je me dis souvent, je me dis: «Ah bah, super projet, mais oh là, si ça se fait, c'est Oui, très bien et si ça se fait pas aussi», je me dis souvent, un autre mantra, c'est, voilà, devis non accepté, place pour d'autres choses. Voilà. mmh mh. Donc Oui, et puis finalement ça les fait un peu, pardon, ouais, je t'écoute. vas-y, vas-y, je te laisse. Bah, moi, ça me fait un peu appel aussi au fait que, hem, parfois entre, ce qu'on imagine ou ce qu'on nous explique au début qu'on pourrait faire et puis ce qu'on fait réellement, bah, parfois il y a quand même un petit écart, Mais grave hein. et On est d'accord? mais grave et en même temps, des fois, on peut être surpris parce que des projets peuvent revenir genre 3 ans plus tard Mmh. Ouais. ou des gens qui nous ont refusés font appel à nous, pour d'autres choses ou quelqu'un de leur Mmh. équipe et cetera. Mmh. Donc c'est vraiment sur la façon de prendre les refus aussi. OK, belle philosophie, merci. Et puis la dernière question, c'est quoi déjà? Ah oui, un outil ou une astuce de productivité ou d'efficacité que tu utilises et que tu nous conseilles? Alors moi, ce qui marche très bien au niveau de l'efficacité, c'est je ne travaille pas le soir et je ne travaille pas le week-end. J'essaye vraiment de tenir ça parce que quand je travaille le soir et ben, le lendemain, si je suis fatiguée, je dessine moins bien et il faut refaire mes Ouais. traits et du coup, je perds du Mmh. temps et après, il faut retravailler le soir et après, je dessine encore moins bien et puis je comprends moins bien, puis les sujets, c'est compliqué. Du coup, Mmh mh. faire des pauses, et vraiment avoir un temps défini. Du coup, merci les enfants et puis, leurs demandes, hein, voilà, je suis beaucoup plus efficace depuis que j'ai un enfant, moi. D'accord. Mais je pense que, j'en ai parlé il y a pas très, très longtemps, je sais plus si c'est dans un article ou dans un épisode, de podcast où, on a souvent peur, nous les femmes, quand on a des enfants, au niveau professionnel, de pas y arriver, que, ça va pas se faire, enfin voilà, voilà. Alors qu'en fait, il y a eu un certain nombre d'études de fait qui montrent que les femmes qui ont des enfants deviennent beaucoup plus efficaces dans leur métier d'une façon générale, parce que du coup, on va beaucoup plus droit au but parce qu'on sait qu'on a une deadline. Mais oui, Et donc, on a l'heure pour rentrer, aller à la crèche, et cetera, et cetera. Et du coup, on n'a pas le temps de tortiller à droite à gauche, mais d'aller grave, papoter, machin, nana, voilà. C'est on avance, on avance, on avance. Et notamment, j'avais un article dans donc le Harvard Business Review qui disait que justement, les équipes étaient souvent beaucoup plus efficaces quand il y avait une maman, pas forcément une femme, parce que si elle n'a pas d'enfant, ça marche moins bien. Enfin, ça marche quand même, mais moins bien. Parce que voilà, il y a la maman qui est là, bon, et les gamins, là, il y a la faut que j'y oui, aille, la on avance, polyactivité, hein. voilà. Mais moi, Et du coup, ça push un peu les équipes où on peut avoir des messieurs, alors ils vont me maudire, mais ils ont l'habitude, qui sont un peu plus nonchalants. On a le temps, le soir, c'est pas grave, on a madame à la maison, donc on a le temps de faire la réunion jusqu'à pas d'heure, et puis de se parler, puis de se raconter des petites histoires. Alors que, bah voilà, quand on est une maman avec des échéances, bah, oui. on Moi, est ça a plus été efficace. spectaculaire, hein, vraiment, parce qu'avant, je me disais: «Oh, quand j'ai fait un trajet en voiture, j'ai plus de créativité, j'arrive plus à trouver l'inspiration». Bah, c'est marrant, j'ai plus du tout de problème. Maintenant, c'est 8h10, il est monté dans le bus, 4h30, il est revenu, quoi. 8h11, 8h11, non, ouais, je prends mon petit déjeuner toute je seule, te doute je bien, me ouais. fais un petit moment comme ça, mais très vite, je suis efficace, quoi. Enfin, j'ai plus besoin de me poser ces Ouais. questions-là. Non, non, et puis l'histoire de faire des pauses et pas de très longues journées, bah, il y a eu plein d'études aussi qui ont été faites qui montrent qu'au-delà de 7-8 heures de travail, dans la journée, qui est déjà une bonne journée, on est beaucoup moins efficace et l'efficacité, elle baisse de façon dramatique. Alors Mmh. non seulement l'efficacité, mais aussi les erreurs. On fait beaucoup plus d'erreurs qu'on ne ferait jamais, des erreurs de calcul, des erreurs d'attention, des trucs, on relit 4 fois la même phrase, mais juste parce qu'on est fatigué. Mmh Il mh. y a pas de secret, on n'est pas des robots, donc il faut que la machine, elle se régénère, elle se repose. Et bien souvent, les personnes qui travaillent très longtemps, font des grandes journées de 12 heures, ils sont pas forcément beaucoup plus efficaces que quelqu'un qui travaille vraiment 8 heures, quoi. Et voire même, il y a des erreurs, ce qui génère du travail, comme tu l'as expliqué tout à l'heure,
du travail supplémentaire pour rattraper les erreurs et puis on en Et sort. même aussi pour les collaborateurs, parce que quand on travaille trop tard, c'est le moment où on envoie les mauvais mails. C'est le Oui, moment où on n'envoie pas la pièce jointe. C'est le moment où on se trompe dans le document. C'est celui-là. voilà, où on répond un peu pushy sur un mail parce qu'on est agacé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a un niveau d'acceptation un peu plus, fin, enfin voilà, ça va pas bien. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Bien écoute Lison, merci 1000 fois pour cet échange, c'était extrêmement intéressant. Moi j'ai appris plein, plein, plein de choses. Donc j'adore parce que du coup, voilà, ça participe à ma culture, personnelle et puis j'imagine aussi, à celle de, mes auditeurs. Merci 1000 fois et bonne continuation dans ton dessin et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Priscille. À bientôt. À bientôt.